Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Paroles libres de l'AFPOLS et nous sommes heureux de vous compter de plus en plus nombreux. Ce sera sans doute encore le cas aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Pascal Sanchez qui est consultant chez Deloitte, un grand cabinet, Deloitte, un des leaders mondiaux des services du secteur immobilier. Mais Pascal Sanchez qui a un parcours assez varié, puisque d'abord vous avez une formation, je crois, de sociologue. Bonjour d'abord, bienvenue. Bonjour. Et vous êtes donc conseiller pour des organisations publiques, et vous connaissez bien le métier de bailleur, et c'est de cela que nous allons parler. Nous avons titré cet entretien « Stratégie d'entreprise et management de la confiance ». On verra ce que vous mettez dans ce mot de confiance. Juste un petit peu recul, un mot de recul sur votre parcours. Vous avez également enseigné, vous avez publié, bien entendu. Comment faites-vous le lien justement entre la pratique que vous connaissez bien du métier de bailleur, dont nous allons parler, et ce travail de consultant, de cabinet de conseil, dont on sait qu'ils sont aujourd'hui un peu en plus dans l'actualité. Pour Deloitte, c'est ce qu'on va comprendre en fait des transformations de la société, c'est regarder l'avenir, bien sûr. Donc, parlez-nous de votre parcours. Oui, très bien. Alors, j'entends un peu votre question. Comment peut-on être perçant lorsqu'on est, lorsqu'on est consultant et sociologue? Écoutez, ce n'est pas bien sûr une construction décidée, volontaire, posée a priori. Bien évidemment, c'est un peu l'histoire, c'est un peu ma vie, des événements qui m'ont conduit à voir finalement, pendant très longtemps, un parcours parallèle ou des... En fait, une participation à des univers parallèles. D'un côté, effectivement, le conseil, qui est plutôt un univers où on répond à une commande, où il s'agit d'apporter des réponses souvent rapides, immédiates, avec, je dirais, peut-être parfois un effet de surface, puisqu'on n'a pas toujours le temps d'analyser les choses. Et puis le monde universitaire, qui est un monde, effectivement, plutôt de la profondeur, de la recherche, de la confrontation, des points de vue qu'on essaie de rationaliser et de développer, et au fond, de convaincre l'autre sur la pertinence de son argumentation. Bon, pendant très longtemps, en fait, j'ai fait en sorte que ces univers soient totalement parallèles et presque étanches, d'autant plus que mes centres de recherche en sociologie portent sur l'analyse des croyances religieuses et des croyances collectives. J'ai travaillé et j'ai écrit une thèse sur les croyances collectives des peuples dits primitifs. Donc vous voyez que nous sommes très loin du secteur du logement social et de la pratique du consultant. Et en fait, un jour, il s'est avéré lors d'une soutenance, d'un oral, vous savez qu'on soutient parfois oralement nos propositions de service, et je me suis dit que j'allais en fait jouer le coup et essayer de faire en sorte que les deux univers se rejoignent pour une fois. Et ça a exercé, je crois, un effet de séduction relativement important. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus peur de faire en sorte... Pourquoi l'immobilier, justement? Parce que pourquoi l'immobilier? Sortir de l'étude de religion, d'accord, mais... L'immobilier, en fait, c'est vraiment un effet lié à des rencontres dans ma vie qui m'ont conduit à travailler dans des cabinets conseils qui travaillaient plus particulièrement sur ce champ-là. Ça aurait pu être un autre, mais au fond, un autre secteur, pardon, mais la logique aurait été la même. Pendant très longtemps, sûrement, j'aurais rendu les univers parallèles. Alors, on va poser un deuxième préalable donc sur cette question de la stratégie d'entreprise et puis de cette idée de la confiance dont vous allez nous parler. On peut mettre quand même en avant la place des OLS. Elle est importante dans ce vaste ensemble qu'est l'immobilier, privé et public. Et je crois que vous voyez plutôt pour les OLS une évolution assez favorable dans le contexte assez préoccupant dans lequel nous sommes, à la situation climatique, économique. Ils sont incontournables tout de même. Oui, alors bon, déjà il faut constater que par rapport à la question que vous posez, il y a bien sûr toute une partie du pan de la réponse qui échappe et qui échappe aux organismes, puisque c'est un secteur qui est régi par l'État, l'État qui dispose, je dirais, du monopole de la production des règles. Aujourd'hui, nul ne peut prédire à l'avance quelle sera la position dominante de l'État au regard des acteurs du logement social et puis du secteur en tant que tel. Mais si on regarde les éléments objectifs ou objectivables, effectivement, les tendances pourraient être favorables pour les acteurs du logement social, pour des raisons
question d'abord proprement démographique. La France a la particularité et peut-être aussi l'atout d'avoir une population qui enregistre une forte croissance, nettement supérieure aux pays européens, de l'ordre de 7% entre 2015 et pour les projections 2030. Nous assistons aussi à la diminution de la taille des ménages, qui est passée de 3 en 1975 à 2 à la projection 2030. Donc une augmentation du nombre des ménages de plus de 2 millions entre 2020 et aussi pour l'horizon 2030. Et puis le processus de vieillissement de la population que nous connaissons fort bien, qui est un processus irréversible avec une augmentation importante de la part des plus de 60 ans. Donc il y a un facteur démographique qui est réel, qui est patent, qui est incontournable et qui répond tout simplement à l'enjeu d'une demande croissante en matière de logement et de production de logements, et les bailleurs sociaux représentent plus d'un quart de la production des logements en France. Donc ça, c'est un premier point, un premier élément qui me paraît être un facteur favorable pour les acteurs du secteur. Un second élément qui me paraît aussi essentiel de relever, c'est le phénomène de l'accroissement des inégalités en France. Alors je sais que le sujet est âprement débattu par les économistes. Il me semble que depuis les années 80, il y a un processus d'accroissement des inégalités, et ce malgré les mécanismes de transfert de revenus engagés par l'État. Et donc nous avons affaire malheureusement aujourd'hui à une société qui est polarisée, qui est segmentée, qui est fragmentée, et une polarisation qui, je crois, concerne directement la fonction ou la mission des bailleurs sociaux. Mais d'ailleurs, oui, parce que comme on sait, le logement est quand même une des variables très importante dans la situation financière d'un ménage. C'est parfois une part et très significative, selon que l'on est locataire, propriétaire, dans le public, dans le privé, enfin... Oui, aussi, mais parce que le logement est en quelque sorte un peu à la confiance de facteurs divers, et plutôt peut-être que de parler d'inégalité, parlons de fragilité ou de fragilisation, aussi, ou du processus de fragilisation, et qui embarque diverses réalités, la précarisation monétaire, financière, la précarisation professionnelle, l'handicap, la santé physique et mentale, l'accès au logement bien évidemment, l'accès aux services publics, bref, il y a toute une série de fragilisations très importantes aujourd'hui, et une étude récente du CREDOC indiquait que 2 tiers de la population française était confrontée au moins à un seul facteur de fragilisation, et 1 tiers pour plusieurs facteurs de fragilisation. Alors bien évidemment, les acteurs du logement social n'auront pas la capacité par eux-mêmes de résoudre cette problématique de fragilisation de la population française, mais il est évident aussi que sans l'action des bailleurs sociaux, la résolution de ces tendances, de ces enjeux, sera rendue encore plus difficile dans les prochaines années. Et bien sûr, ils font globalement le constat de cette fragilisation. Alors justement, quelle vision avez-vous des enjeux auxquels ils sont confrontés, ou ils vont être confrontés dans les années qui viennent? Où sont pour vous les principaux changements que l'on pourrait analyser? Bien, donc il y a les enjeux de production que l'on vient d'évoquer, qui est en quelque sorte le pendant de la pression exercée par la demande. Il y a l'enjeu que je viens aussi d'évoquer de traitement des fragilisations, sachant que sur ce plan, les bailleurs sociaux engagent de plus en plus d'actions, sont de plus en plus soucieux, je dirais, de la prise en compte de ces différentes problématiques associées à la fragilisation des ménages. Et on voit aujourd'hui que les bailleurs sociaux engagent des réflexions consistant à traiter des fragilités connexes au logement, en particulier la santé, en particulier le retour à l'emploi, en particulier l'accès à la culture. Et puis il y a bien évidemment ce qui est connu par tout le monde et qui est un enjeu important, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Le secteur du bâtiment est un producteur important de gaz à effet de serre, et les bailleurs sociaux sont aujourd'hui des fers de lance, mais sûrement aussi demain des fers de lance de la réduction des gaz à effet de serre, dans un contexte où l'État français s'est assigné des objectifs particulièrement ambitieux de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce que tous ces éléments, Pascal Sanchez, vont modifier sensiblement et sûrement durablement la relation aux locataires? Les OLS vont être face à peut-être des obligations de service qu'ils n'avaient pas auparavant, ou vont devoir, ils vont être bien obligés d'y faire face. Oui, alors la question, là vous abordez la question du service. C'est central pour vous ou Oui, pas? c'est une question centrale. Bon, c'est une question en fait qui est relativement complexe au fond, parce que la notion de service, c'est toujours un composite de tendance à long terme et de tendance à plus court terme. Alors à long terme, les choses sont relativement bien documentées, analysées par un point qu'on appelle la sociologie de la consommation,
avec des tendances qui constituent un peu l'arrière-fond sonore, l'arrière-monde, si je puis dire, de la production de services, avec la nécessité de répondre à des obligations qui renvoient à la transparence des services, à leur simplicité d'usage, à leur praticité, ce qu'on appelle leur praticité, à la polyfonctionnalité aussi des services, c'est-à-dire la capacité d'un service de répondre à plusieurs besoins à la fois, et la recherche de symétrie entre d'un côté le consommateur et le producteur. Mais je dirais qu'à ces tendances classiques, aujourd'hui s'ajoutent de nouvelles tendances relativement importantes à analyser, même si elles sont plutôt émergentes, composantes que l'on peut appeler d'activistes ou d'engagés. Exemple tout simplement, c'est la sensibilité à la nature, la sensibilité au respect de l'environnement, qui sont des tendances relativement importantes. La consommation, l'acte de consommation, est-ce que ça peut générer comme déchets. Voilà, c'est toute cette composante-là qui aujourd'hui est relativement importante, alors qui se traduit par des intentions fortes. Et une étude récente indiquait que 9 Européens sur 10 étaient favorables à une consommation responsable. Mais sûrement, ces intentions, qui sont peut-être aussi teintées d'un contexte lié à la crise de la Covid-19, va sûrement se traduire demain par des comportements et qui iront en se généralisant. Oui. Et donc pour les bailleurs sociaux, excusez-moi, ça peut être aussi un effet relativement important, à savoir que les bailleurs sociaux devront de plus en plus être en capacité de tenir la promesse de la réduction de la production de gaz à effet de serre et de respect de la biodiversité. Et je crois que les bailleurs sociaux seront attendus sur cette dimension-là. Ce qui, d'une certaine manière, modifie quand même leur métier traditionnel, oui, on peut le dire. Oui, c'est cela. Enfin, je dirais qu'au fond, sur cette question... Ils ne sont pas les seuls, hein, bien sûr. Oui, ils ne sont pas les seuls. Oui. Mais sur cette question du service, au fond, on a finalement deux composantes. Hein. On a une composante matérielle que je viens d'évoquer, avec des tendances qui sont à long terme, à court terme. Et puis, à cela s'ajoute, je crois, une évolution des notions et des concepts importants de détecter et analyser. Nous sommes en train de passer, alors je ne sais pas si nous passons véritablement, mais peut-être nous ferons des allers-retours entre la notion de service client et la notion d'expérience client. Alors ce sont des notions qui sont sémantiquement proches, mais qui ne désignent pas tout à fait la même chose. Peut-être si je peux compléter... Oui, c'est intéressant de donner la définition. Peut-être que je peux compléter là-dessus, parce que je crois que ça embarque pas mal de transformations pour les bailleurs sociaux. Puis la notion de service client, au fond, est une notion qui est très centrée sur les processus, sur l'organisation dédiée, sur les moyens, sur le contenu du service, en quelque sorte, et sur l'atteinte d'engagements factuels qui peuvent se traduire par des certifications, il y en a de nombreuses dans le secteur, et par des enquêtes de satisfaction. La notion d'expérience client, elle est beaucoup plus diffuse, hein. Elle est conceptuellement plus floue, mais elle est davantage centrée sur la relation, sur la qualité de la relation, à travers laquelle va transiter, je dirais, la perception du service, sur la diversité des canaux de diffusion, je dirais, des services, et sur aussi la construction d'une forme de complicité, de communauté affective, de partage de valeurs, je dirais, entre le producteur et le consommateur. Alors je ne suis pas en train de prétendre que nous sommes en train de passer d'un monde qui serait régi par le service client à un monde qui serait régi par l'expérience client. Il y a sûrement encore une fois la nécessité d'articuler les deux dimensions. Mais il m'apparaît que les organisations du secteur du logement social, qui sont pour la plupart des organisations plutôt matricées, qui sont plutôt des organisations verticalisées, plutôt issues de la culture bureaucratique, et ce n'est pas une insulte, hein, puisque la bureaucratie a un sens très précis, notamment en sociologie des organisations. Elle peut enfermer parfois, on va y revenir. Pardon ? Elle peut enfermer parfois. Elle peut être enfermée, elle peut être aussi enfermante, mais donc ces organisations-là sont plus sensibles, sont plus aptes à capter la notion de service client qu'à s'approprier la notion d'expérience client. Et là, il y a sûrement pour les structures du logement social une mutation organisationnelle à entreprendre, mais peut-être plus encore une mutation culturelle. Alors là, nous voilà effectivement au cœur du travail que vous faites auprès des OLS, c'est-à-dire ces questions effectivement d'évolution de la relation au travail et du management, avec un point essentiel, et je vous cite, si chaque organisation porte sa culture, il y a quand même des transformations indépendantes, ce que vous appelez, vous, la grande transformation.
Oui. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? D'abord, je crois qu'il faut... Il s'agit quoi? De la personnalité, au fond, d'un OLS qui n'est pas forcément... Je pense que c'est un tout petit peu plus, un peu plus complexe ou un peu plus englobant. D'abord, je crois qu'il convient de dire la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas de raison particulière de considérer que les organisations HLM, parce qu'elles sont HLM, seraient très différentes que les autres. Bon. Et donc, effectivement, comme les autres, elles ne sont pas en apesanteur sociologique et elles sont traversées par ce que j'appelle effectivement la grande transformation. Je reprends ici le terme de l'économiste Karl Polanyi, mais je détourne un peu son expression. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? D'abord, ce qui caractérise notre époque, ce n'est pas tellement la transformation, mais je dirais plutôt l'accélération des transformations, l'accélération continuelle des transformations, le caractère global de ces transformations, à savoir que ce sont des transformations qui portent sur des comportements, sur des attitudes, sur des modes de pensée, sur des modes de représentation, sur de la croyance, sur des savoirs. Et puis le caractère anxiogène de ces transformations, mais là c'est peut-être plus le cas français, qui est marqué par le caractère anxiogène de ces transformations. Et pour reprendre, je dirais, une formule de Saint-Just en la détournant, on va dire que la grande transformation ou la transformation n'est pas une idée neuve ou positive en Europe, tout au moins en France. Alors qu'est-ce que la grande transformation? Excusez-moi pour ce propos un peu liminaire, mais je crois qu'il faut bien poser ici un peu les termes du problème. Alors la grande transformation a pour moi deux facettes. Il y a d'abord une dimension structurelle, sous-jacente, c'est un peu le côté anthropologique de l'affaire, si je puis dire. C'est l'évolution du rapport au travail, c'est l'évolution du rapport au temps, du rapport à l'espace, à l'autorité, aux institutions. Et puis il y a un niveau beaucoup plus simple, beaucoup plus infime, et qui se traduit par la relation aux choses et aux êtres. Et je peux prendre un exemple, d'ailleurs un exemple qui est très lié, très associé à l'univers du logement, un exemple que j'aime bien prendre souvent, qui est la question du meuble. Eh bien, le meuble, en quelques décennies à peine, nous sommes passés finalement d'un objet qui est meublant, sans jeu de mots, à un objet qui était promis à la transmission familiale par héritage, un objet qui était affecté à une fonction, un objet qui était souvent lourd et important, que l'on ne pouvait pas démonter, que l'on ne pouvait pas jeter. Finalement, un objet qui est un élément de l'esthétique de l'espace aujourd'hui, qui est un objet qui n'est pas du tout promis à la transmission familiale, encore je crois très très peu, qui est démontable, qui est jetable, et surtout qui est un objet polyfonctionnel. Et on voit bien à travers cet exemple infime, finalement, le meuble, à quoi nous sommes confrontés lorsque nous parlons de grandes transformations. Et puis il y a d'autres exemples que je peux prendre par rapport à cette grande transformation, qui est par exemple, je me souviens de ce que racontait Michel Crozier, qui était la référence en France en matière de sociologie des organisations. Il nous disait qu'un jour, il interviewe un cadre dans son bureau, le téléphone se met à sonner, la personne décroche, entend son chef dans l'appareil et il se lève et se tient droit debout face à son chef qui est bien sûr absent. On voit bien que là c'est un comportement ou une attitude qui a été profondément modifiée, que nous ne pourrions pas observer aujourd'hui. Alors je crois que cette grande transformation par rapport au management et par rapport au travail, et finalement est une question assez complexe. C'est une question assez complexe et qui rend difficile le fait d'appréhender de manière globale la relation au travail. Et donc il faudrait regarder organisation par organisation. Mais sur ce plan, sur ce point, il me semble que Max Weber, qui est un sociologue important du début du XXe siècle, sociologue allemand, qui ne travaillait pas véritablement sur la question du management et sur la question des organisations, sachant que la question du management, excusez-moi cette incise, est plutôt une création relativement récente, plutôt de la fin des années 20, début des années 30. Max Weber qui travaillait plutôt sur la religion et sur l'impact des religions sur les pratiques économiques, distinguait très fortement le prêtre qui avait une fonction qui était prescrite, qui était décrite, du prophète, sorte de virtuose de la religion, et qui exerçait une influence sur ses contemporains, non pas parce que sa fonction était prescrite, mais en raison de sa personnalité. Et donc je crois que sur cette question du management, nous passons précisément d'un charisme de fonction, c'est-à-dire que le fait d'être manager vous conférait de l'autorité, du pouvoir et de la légitimité, à un charisme de personne. Faisait que l'autre se mettait debout lorsqu'il vous avait au téléphone. Exactement, l'autre se mettait immédiatement debout. Mais c'est terminé. Voilà, un charisme de personne, aujourd'hui, c'est la personne, l'individu, qui a
apporte de l'autorité, du pouvoir et de la légitimité. Et donc, bien évidemment, cette transformation-là a des effets très forts, très importants et observables, je dirais, sur tout le corps, et en particulier le corps intermédiaire des managers. Alors, j'ai peut-être posé la question de manière un peu brutale, mais vous observez de près les OLS. J'imagine que certains correspondent à cette évolution que vous venez de décrire, et d'autres ont une approche peut-être un peu dépassée. Est-ce que vous faites des distinctions importantes ou est-ce qu'on peut parler à peu près globalement dans ce que vous dites là? Alors, en fait, je crois que toutes les organisations HLM sont en fait écartelées par ce passage que je viens de décrire entre le charisme de fonction et le charisme de personne. C'est-à-dire qu'on va y retrouver toujours des effets statutaires, c'est-à-dire le fait d'être manager vous donne du pouvoir et on veut avoir des effets sensibles par rapport à ce pouvoir. J'ai une assistante, la taille de mon bureau, pour employer des éléments très triviaux. On a aussi ces éléments statutaires, mais aussi l'affirmation de nouvelles postures, au sens fort du terme, c'est-à-dire qui démontrent une capacité avérée des managers à pouvoir embarquer des collaborateurs. Il y a toujours aussi, je dirais, la question de la règle et de l'affirmation de la règle et de la primauté de la règle, que l'on va retrouver dans certaines organisations dites HLM, mais aussi une recherche de sens et de partage collectif du sens. On va y retrouver aussi des éléments qui renvoient au contrôle et à l'affirmation, je dirais, du pouvoir par le contrôle, mais aussi on va retrouver dans certaines organisations HLM des polarités qui vont plutôt reposer sur la notion de confiance. Et puis peut-être un dernier point qui me paraît relativement important par rapport à notre époque, et je dirais au regard de la grande transformation, des managers qui seront encore, je dirais, un peu dans un phénomène de lenteur. On a tout le temps, on ne va pas répondre à des sollicitations émanant des collaborateurs, ils attendront, si je puis dire, et des managers qui sont beaucoup plus sensibles à cette question d'immédiateté et de réactivité en réponse à des sollicitations des collaborateurs et peut-être notamment de plus jeunes collaborateurs. Et donc, on entend quand même dans ce que vous dites, Pascal Sanchez, qu'il y a d'assez fortes distinctions entre les managers. On ne va pas parler, ça rejoint ma question, mais ce sont quand même, il faut avoir une personnalité assez forte pour correspondre à ce modèle que vous venez de décrire, et ça n'est pas forcément le cas de tous les managers. Je veux dire, il n'y a pas une image type. Effectivement, ce n'est pas une compétence. Par rapport à une approche peut-être plus ancienne. Voilà, c'est pas en fait, on passe du statut à la compétence, si vous voulez. On passe, je dirais, d'une. Oui, c'est tout à fait ça. On passe d'une situation, on demandait au fond aux managers d'être les dépositaires de l'ordre, de la conformité au plan, du respect sourcilleux, je dirais, des objectifs, à être aujourd'hui plutôt des vecteurs de la transformation. Des forces d'entraînement, en quelque sorte. Forces d'entraînement, et donc autant une capacité à faire qu'une capacité à défaire. Et je dirais que donc le passage de l'un à l'autre, du charisme de fonction et du charisme de personnalité, peut être parfois douloureux, et je l'ai observé, chez les jeunes managers qui sortent des écoles, à qui on a dit, écoutez, vous aurez naturellement de l'autorité et du charisme parce que vous êtes doté d'un diplôme, détenteur d'un diplôme supérieur, et confronté à la réalité de l'animation des équipes, et parfois des jeunes managers peuvent être en situation de souffrance et de difficulté au regard de ces transformations et de ces nouvelles attentes au travail. Alors avant de revenir sur ce thème de confiance qui est très central dans votre travail, il faut reconnaître qu'on demande beaucoup aux OLS en ce moment. Là vous donnez un peu un modèle souhaitable pour eux et qui correspond évidemment aux évolutions économiques, écologiques que nous vivons. Mais on leur demande beaucoup, c'est-à-dire on leur demande de produire toujours plus compte tenu du contexte démographique et de la situation de la société française que vous avez décrite. Et en même temps, ils sont force d'innovation, ou en tout cas on aimerait bien qu'ils le soient. Et souvent ils le revendiquent. C'est conciliable les deux, là, c'est pas facile? Non, c'est pas facile. C'est vrai que les bailleurs sociaux sont. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la question de l'évolution du modèle. Je parle pas des moyens en plus, pardon. Oui. Ça renvoie un peu à l'évolution du modèle et ce qu'on attend aujourd'hui des bailleurs sociaux. Ils doivent, je dirais, encore satisfaire des fonctions primaires. Vous le dites. C'est-à-dire, il faut produire en quantité, il faut produire à moindre coût. Il faut aussi produire qualitativement. L'image des logements sociaux aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec l'image archétypale des années
années 70, voire des années 80. Et en même temps... Et il faut produire plus vite. Il faut produire plus vite. On ne cesse de dire qu'on manque de logements sociaux. Effectivement, il faut produire plus vite. Et en même temps, ils doivent aussi s'attaquer à toute une série de transformations qui renvoient effectivement à l'évolution du rapport au logement, mais aussi des transformations liées à l'évolution des territoires. Ils doivent s'articuler avec des partenaires, avec des élus. Ils doivent donc partager un peu le pouvoir et le savoir, en quelque sorte, hein, on peut dire. Et puis, ils doivent aussi intégrer des transformations sociétales. Et cela, je dirais, et j'insisterai beaucoup sur ce plan-là, pour des organisations, pour la plupart, ce sont des organisations de taille moyenne, de taille modeste. Hein. On va dire la taille, on va dire généralement observée dans le secteur, c'est plutôt des organisations de 200, 300 collaborateurs tout au plus. Et donc, ils doivent gérer des problématiques redoutablement complexes avec des moyens qui sont des moyens d'une organisation plutôt de taille moyenne, modeste, excusez-moi. Oui, ce qui ne simplifie pas leur tâche, j'imagine. En fait, ça veut dire qu'il faut à la fois une stratégie, donc à moyen terme, pour une entreprise moyenne, mais beaucoup d'agilité aussi. Oui. Et qu'ils n'ont pas forcément tous, mais enfin ça, c'est partie des prérequis qu'on peut leur demander ou pas. En quoi est-ce aidant ou structurant pour des entreprises justement d'aller vers ce modèle-là? Est-ce que vous considérez que les OLS sont dans l'ensemble innovants? Pour aller vers quel modèle, excusez-moi? Pour aller vers un modèle idéal, justement, qui concilierait bien cette injonction de production rapide avec ces paramètres nouveaux. Est-ce que vous pensez quand même qu'ils vont dans cette direction? Je le dis parce qu'assez souvent, eux-mêmes disent, regardez, nous sommes quand même un peu des laboratoires, on réfléchit à la taille du logement, on réfléchit à la démographie, on réfléchit, voyez, à ces évolutions dont vous avez parlé. Alors, je crois qu'effectivement, on peut dire que... Au vieillissement de la population, bien sûr. Je crois qu'on peut dire que les organisations du logement social... Aux matériaux, pardon. Aux matériaux, les organisations du logement social sont en train de parcourir et de traverser toute une série de basculements et qui traduisent leur capacité à faire évoluer leur modèle. Alors bien sûr, sous l'effet d'incitations externes de l'État ou de collectivités locales, mais aussi je crois que les organisations HLM ont fait grandement évoluer leur propre modèle. Et pour être un peu rapide par rapport à ces tendances ou à ces basculements, je dirais qu'on est passé progressivement du logement à l'habitat. On est passé aussi progressivement de l'offre à la demande. On est passé progressivement au sein du modèle du logement social, du générique au spécifique. Je dirais de la gestion des affaires courantes, de la gestion des activités ou de l'administration des hommes à une optimisation de la performance. À un modèle de développement qui était plutôt un modèle de développement organique, propres organisations, à de plus en plus de coopération et de partenariat. Donc je crois que, alors les organisations, pas toutes bien sûr, au même rythme, mais selon, je dirais, selon leur identité et de leur capacité culturelle, et puis aussi selon la source d'inspiration de leurs dirigeants, ont quand même très largement entrepris un enrichissement de leur modèle très fortement ces dernières années et qui témoigne d'une aptitude à la transformation, en tous les cas une capacité à capter, à être sensible aux facteurs de transformation de leur environnement. Oui, au fond on réfléchit davantage à la façon d'habiter. Vous dites on passe du logement à l'habitat, à la manière dont on occupe un logement et de l'importance qu'il prend. Encore une question, parlons justement de cette confiance, autre prérequis pour vous à l'élaboration d'une stratégie d'entreprise réussie, c'est la confiance. Que mettez-vous derrière ce terme ? Alors c'est une notion effectivement extrêmement intéressante aujourd'hui qui est au cœur des transformations et qui est peut-être au cœur de la grande transformation. Commençons déjà par identifier un peu un effet de paradoxe. Je dirais qu'intuitivement, nous savons tous que la confiance est une notion importante, car sans confiance, il est rigoureusement impossible d'engager quoi que ce soit, d'engager donc une action collective. Et en même temps, il y a très peu d'études, et je constate, et un peu malheureusement, qu'il y a très peu d'études sérieuses ou méritant d'être lues, en sciences sociales ou dans la littérature managériale, abordant cette question de la confiance. Alors, il y a quelques développements,
tout récent, empirique, issu des neurosciences, qui tend à montrer et à démontrer la vertu de la confiance, notamment en matière, je dirais, de réduction du stress, d'augmentation de la productivité du travail, d'engagement et de motivation, je dirais donc avec un angle de lecture assez utilitariste, on va dire. Bon, pour moi, je pense que la confiance est vraiment à la racine de l'action collective et individuelle, et je vais vous donner quelques exemples, je crois, pour bien comprendre de quoi il s'agit, et pour comprendre qu'au fond, et pour bien saisir l'importance de ce concept qui est un peu partout et nulle part, et en même temps toujours au cœur de l'action. Eh bien, vous écoutez la radio, et la météo dit qu'il va se mettre à pleuvoir, vous sortez de chez vous et vous prenez un parapluie. Vous allez voir un médecin, ce médecin va vous prescrire des médicaments, vous ne connaissez rien à la composition chimique de ces médicaments, mais pourtant vous allez les absorber. Peut-être tout au mieux allez-vous lire inquiet la liste des effets indésirables. Vous n'avez pas de raison particulière, et ça fait l'objet de développements passionnants en philosophie autour des années 50, vous n'avez pas de raison particulière de douter de votre date de naissance ni de votre état civil. Donc on voit bien au fond que sans la confiance, il ne serait pas possible d'entreprendre quoi que ce soit, et qu'au fond la confiance est un réducteur de complexité. Je dirais que c'est une réponse raisonnable à l'impossible exhaustivité des données, c'est une réponse raisonnable à l'impossible transparence des systèmes, et donc elle est au fond, c'est une question qui est nichée dès lors que l'on veut entreprendre quelque chose et que l'on veut coordonner son action avec les autres. Mais elle n'est pas du seul ressort des ressources humaines, elle doit être transverse, elle doit traverser... Ah oui, tout l'organisme. Je crois que c'est une approche qui est beaucoup plus large, enfin c'est une question qui est beaucoup plus large que la question des ressources humaines. Je crois qu'elle a partie liée, donc c'est bien sûr, on déborde totalement le champ des ressources humaines, elle a partie liée avec la recherche de sens. Je crois, elle est partie liée aussi avec l'apparition de nouvelles formes de travail et peut-être aussi l'expression de nouvelles expressions et attentes au travail. Peut-être, en tout cas c'est une hypothèse, peut-être portée par les nouvelles générations qui aujourd'hui, on le voit bien dans nos études, sont beaucoup plus sensibles à la dimension collective du travail, sont beaucoup plus sensibles aussi aux questions d'ambiance et de qualité de la relation au travail, beaucoup plus sensibles aussi à la mission et au projet plutôt qu'à la mission et à l'organisation elle-même. Je crois qu'il y a un nœud qui est en train de se nouer autour de la confiance et autour des nouvelles générations, bien que ce nœud soit assez complexe à analyser, parce qu'au fond, nous ne savons pas si nous avons affaire à un effet générationnel ou à un effet d'âge, car ce n'est pas non plus une nouveauté de notre époque de constater que les nouvelles générations sont plutôt critiques par rapport au modèle antérieur, et notamment le médiéviste Georges Duby l'avait très bien démontré pour la chevalerie. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui remonte sûrement très loin dans l'histoire, mais il y a peut-être quelque chose quand même qui est en train de se nouer avec les nouvelles générations, et ne serait-ce parce qu'on a affaire à un fait massif, et que les nouvelles générations représentent aujourd'hui, je crois que la génération Y représente plus de 10 millions de personnes, et donc on a un fait social, comme disent les sociologues, relativement important, et qui embarque la question de la confiance au travail. Oui, sans doute on retrouve les jeunes générations dans tout ce que vous décrivez, en tout cas on les a en tête. Parlons du temps long ou d'un temps raccourci, c'est évidemment extrêmement important dans le contexte de production de logements. Est-ce qu'on peut encore parler justement de temps long alors que les organismes sont dans cet environnement que vous avez décrit, que nous avons décrit, de plus en plus incertain? Il y a moyen de privilégier un temps plus court? On a parlé d'agilité de l'entreprise. Alors en fait, c'est l'intérêt, je crois, des organisations dites HLM, c'est d'être encore à l'articulation d'un temps long et d'un temps plus court. D'un temps long parce qu'il y a quand même des tendances structurelles que j'évoquais tout à l'heure et qui ne peuvent pas être... On n'est pas à l'horizon de 3 mois ou de 6 mois. Lorsqu'on parle de réponse à la crise du logement, de traitement des fragilités, de la production de gaz à effet de serre et sûrement d'autres phénomènes. Donc là, on a sûrement l'obligation et la nécessité de capter des transformations à plus long terme. Et ce sont des transformations et des contraintes qui s'imposent aux organismes du logement social. Donc elles ont affaire à ces questions-là, et en même temps, effectivement, elles doivent capter l'air du temps, et elles doivent essayer de se saisir de cette ère du temps pour renforcer leur capacité d'adaptation, leur capacité d'anticipation, qui est aujourd'hui, effectivement, de capacité relativement importante dans la distribution, je dirais, des organisations sur un marché et dans leur avantage concurrentiel distinctif, si on peut dire. Je reviens un petit peu en arrière sur une question
question qui vient de m'arriver. Alors, je le précise pour nos auditeurs, et ce sera le cas pour les prochaines éditions que nous ferons dans Parole Libre. Les questions peuvent arriver sur notre site, bien entendu, puisque l'on dira à l'avance les invités que nous avons. Ça a été le cas, on avait annoncé votre présence. Une question sur n'y a-t-il pas une sorte de paradoxe d'invoquer la confiance comme un outil managérial, hein, c'est ce que vous avez présenté, là, ça rejoint ce que vous venez de nous dire, au moment où effectivement on a des réseaux sociaux, des tests compétitifs, tout ça se bouscule un peu, et que la confiance est quand même sacrément mise en cause hein, dans bien des cas. Là, vous venez, j'actualise par rapport à ce que vous venez de nous dire, faire confiance à un médecin, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va absorber, qu'est-ce qu'on me raconte. C'est vrai. Est-ce que je dois vraiment croire tout ce qu'on me dit? Oui, alors la question est vraiment intéressante. C'était dans le titre, hein, la confiance, je rappelle. La question est intéressante. Bon, il est difficile d'y répondre ainsi. Et je crois qu'en plus, on a une particularité française hein, qui a bien été relevée par quelques études récentes. Il paraît, oui. Oui, on a un rapport à la confiance qui est beaucoup plus difficile en France que dans les autres pays européens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance n'est pas une donnée naturelle des organisations. Ça suppose un effort particulièrement tenace de la part des dirigeants, de la part des managers pour tenter de l'instaurer, pour tenter de la diffuser, bien évidemment. Et donc on n'a pas une confiance qui est, comment dirais-je, accordée de fait. Et ça traduit sûrement par des... peut-être on pourra venir là-dessus. Ça se traduit sûrement par des actions symboliques fortes et peut-être aussi par des petites attentions hein, qui témoignent de la centralité et de l'importance des collaborateurs dans une organisation. Exemple. Vous avez des exemples de ce que vous venez de dire là? Petite attention, bah oui, de façon très très simple. Je vais vous donner un exemple. Même action symbolique forte, comme vous dites, ouais. Oui, alors sur les petites attentions, des choses que j'ai pu observer, vous animez une réunion de travail, vous vous adressez à des personnes, vous ne vous adressez pas à certaines personnes. Voilà, vous êtes sensible à la prise de parole de certaines personnes, vous ne rebondissez pas quand certaines personnes s'expriment, et donc vous pratiquez ce qu'on appelle de la disqualification sociale, et bien sûr cela, tout le monde le décrypte, parce que nous avons un cerveau qui nous amène assez rapidement à comprendre dans quel rapport je me situe à l'autre, s'il me fait confiance, s'il accorde une certaine importance à ce que je suis ou à ce que je ne suis pas. Donc là, on est sur de l'infinitésimal, hein, sur de la façon dont on s'adresse à l'autre, de lui dire bonjour, de ne pas lui dire bonjour, de le regarder, de ne pas le regarder, qui peut traduire un rapport de confiance ou un rapport de défiance. Et je crois que nous sommes de plus en plus sensibles à ces petits phénomènes ou à ces petits symptômes. Alors sur les choses beaucoup plus massives ou beaucoup plus structurelles qui pourraient contribuer à la confiance, je dirais d'abord, il faut radicalement revoir tout ce qu'on nous raconte depuis des décennies sur la notion de conduite du changement ou d'accompagnement au changement. Je crois que le concept est particulièrement usé et puisqu'il repose, si vous voulez, sur une forme de dissociation entre d'un côté, il y a ceux qui auraient la capacité d'avoir des visions, qui seraient détenteurs de la capacité à produire des projets, et d'autres qui seraient un peu les réceptacles passifs, condamnés à l'acceptation et à l'adhésion. Je crois qu'il faut revoir complètement la notion de la conduite du changement pour travailler en profondeur sur la notion de confiance. Et je crois que pour les dirigeants, ça a 3 implications majeures. Et je voudrais insister sur ce point parce que aussi je suis très, très concerné par ce sujet et il me paraît être des sujets très importants. Il faut impérativement que les managers comprennent comment ils structurent leur univers de pensée, comment les collaborateurs aussi structurent leur univers de pensée, leur représentation à l'égard du monde, structuration de représentation souvent contaminée ou traversée par des biais cognitifs, et il me semble important aujourd'hui, parmi les outils de la confiance, de comprendre comment nous structurons les uns et les autres. Vous voulez dire quoi? Qu'on manque de précision? C'est-à-dire que si on ne sait pas comment l'autre se représente le monde, oui, comment il construit la hiérarchie des fins et de ses enjeux, eh bien, lorsqu'on est soi-même contaminé par des biais de représentation liés à la personnalité des autres, et qu'on n'est pas conscient de ces biais de représentation, eh bien, on est engagé dans des relations qui sont faussées avec les autres. Relations faussées, bien évidemment, interdisant ou rendant encore plus difficile l'installation de relations de confiance. Mais là, on est dans des problèmes de communication, tout ça, non? Non, mais je pense que c'est beaucoup plus profond. Oui. C'est comprendre comment, par exemple, les mécanismes, comment ça fonctionne un groupe humain au travail. Comment ça fonctionne un groupe humain au travail. Je vous assure par expérience qu'il y a très peu de cadres de dirigeants qui connaissent ces questions-là. Et pourtant, il y a des expériences en psychologie sociale qui sont vraiment passionnantes. Comprendre les paradoxes de l'action collective.
Donc, sur des éléments beaucoup plus structurels, beaucoup plus profonds, liés à la confiance, il faut véritablement que les dirigeants se dotent d'outils mentaux beaucoup plus structurés pour pouvoir réfléchir sur la question de la confiance et l'instauration d'une relation de confiance durable. Et puis enfin, je crois que ça renvoie à un dernier point, excusez-moi d'être un peu long sur ce sujet. Non, c'est tout à fait. Le point qui me paraît important, c'est reconnaître non pas le fait qu'on a affaire à des collaborateurs, mais à des individus comme source autonome de la volonté, comme disent les philosophes. Et voilà, donc si on a affaire à des individus et non pas à des collaborateurs, donc ce sont des personnes qui sont dotées d'une capacité de production, de proposition, et non pas uniquement, je dirais, des acteurs passifs. Alors j'entends, le manager doit avoir une capacité d'écoute plus importante. Oui. Au fond, c'est ça votre critique. Oui, ma critique, ou en tous les cas mon alerte. Et en tous les cas, je suis effectivement sensible à ce que vous venez de dire. Je le constate dans une relation managériale, ou pas nécessairement dans une relation managériale, mais aussi dans une relation de service, que j'ai pu observer dans le secteur du logement social. Au fond, la question de l'écoute est la question première. Ce que réclament les collaborateurs en tant qu'individus, ou ce que réclament les locataires en tant qu'individus, et les locataires, j'allais l'ajouter, mais aussi le locataire en tant qu'individu, c'est qu'on l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas nécessairement à lui apporter une réponse avant même qu'il ait formulé une question, mais qu'on soit dans une capacité d'accueil et de compréhension de ce qu'il a à nous dire. Effectivement, l'écoute est sûrement une notion connexe et centrale, très liée à la notion de confiance. Vous sentez ce défaut chez les managers des OLS, pour que vous ayez besoin de le développer à ce point à leur intention? Je répète que ça, encore une fois, je ne cherche pas à particulariser ou à spécifier mon propos. Il s'avère que je travaille plutôt pour des organismes du secteur du logement social. Je vous fais le pari que je ferai sûrement le même constat. Vous trouveriez les mêmes Oui, je ferai sûrement les mêmes constats ailleurs. Après, je crois que ça s'exprime de manière très différente selon la catégorie. Il y a une catégorie sur laquelle je n'ai pas particulièrement travaillé, mais autour de laquelle se nouent finalement beaucoup d'enjeux, c'est la catégorie des managers intermédiaires. C'est cette catégorie-là qui sera le plus en difficulté. C'est cette catégorie-là qui sera traversée par des tendances un peu contradictoires et qui aura plus la volonté, comment dirais-je, d'apparaître comme un acteur performant au regard de sa hiérarchie et ne pas forcément être en capacité d'écoute et de compréhension de ce que les collaborateurs en tant qu'individus ont à dire et à exprimer dans la relation de travail au quotidien. Oui, sur la stratégie d'entreprise, Pascal Sanchez, qui était donc au cœur du sujet que nous avions proposé, dans votre esprit, à qui s'adresse-t-elle? À qui doit-elle profiter en premier? À l'organisme, dont on parle beaucoup ici, parce qu'il a besoin de s'adapter, si on vous entend bien, mais peut-être aussi aux locataires, puisque vous avez parlé des services dans leur direction, et on ne les a pas encore mentionnés, les partenaires, les collectivités, avec qui il faut bien compter aussi. Vous mettez une hiérarchie dans ces trois destinataires? Non, de fait, quand vous engagez une réflexion stratégique, vous devez capter les transformations dans votre environnement pour essayer de le traduire en un plan d'action ou un plan de transformation. Donc nécessairement, vous devez vous interroger, vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Mais il est vrai aussi que souvent, dans le secteur que nous connaissons bien et dont nous sommes en train de débattre, il y avait une sorte d'organisation centrée, auto-centrée, qui avait tendance ou l'habitude de poser des questions au regard de leur propre organisation. Et par rapport à la question du locataire, moi je n'ai pas cessé de dire souvent dans mon intervention, mais les locataires c'est une construction, c'est une fiction. Nul ne se définit comme locataire, ni ne se pose comme un individu locataire. Le locataire c'est une construction, une vision qui émane d'une organisation. Donc, est-ce qu'il ne change pas lui aussi? Il a changé le locataire. Bien sûr également. Il change, mais ce que je veux dire par là c'est qu'une organisation doit cesser de voir le locataire sous l'angle locataire, mais doit s'interroger, doit s'interroger sur les facteurs de transformation de l'individu ou de la personne que nous nommons locataire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si des organisations HLM entendent véritablement capter les transformations, elles le font en partie, elles doivent véritablement comprendre ces transformations, non pas du point de vue de ce qu'elles sont en tant qu'organisation, mais les transformations en tant que telles qui affectent véritablement le secteur. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma réponse. Ça rejoint les services. Mais en fait, c'est un exercice qui consiste à décentrer son regard, à le décaler, à ne plus penser du point de vue d'une organisation ou par rapport à une organisation, mais du point de vue de l'environnement. Et donc, dans cet environnement, effectivement, il peut y avoir le locataire
habitant, il peut y avoir d'autres parties prenantes qui sont aujourd'hui essentielles dans la réflexion stratégique. Concernant les collectivités, justement, la collectivité de rattachement d'un OLS ou plus globalement Les collectivités sont bien sûr un acteur essentiel parce qu'au fond, et malgré, je dirais, la construction de groupes ou d'entités au sein de ce secteur, ce sont toujours des activités territorialisées qui renvoient à un territoire. Donc qui dit renvoie à un territoire dit nécessairement action de collectivités locales qui engagent des logiques de transformation ou de renforcement de l'attractivité de leur territoire. Si je reviens quand même sur le regard que vous portez sur les OLS, sur leur travail, sur la spécificité, on peut quand même dire, parce que j'imagine que vous regardez bien d'autres secteurs, et le cabinet de Deloitte aussi, il y a quand même une dimension humaine dans le travail des organismes de logements sociaux. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas ailleurs, mais qui est particulièrement forte. Est-ce qu'elle le reste à vos yeux? Oui, cela reste, c'est patent. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec des organisations dites HLM et que vous posez la question qui est un peu à la mode aujourd'hui des sociétés à mission, vous n'avez pas trop de difficultés à vous poser la question de la raison d'être de ces organisations. Après, la difficulté pour les organisations du secteur du logement social, mais comme toute organisation, c'est d'opérer le passage d'une mission, d'une raison d'être qui a une dimension éminemment sociale, éminemment humaine, à ce que ça signifie concrètement dans mon métier, dans ma profession, dans le cadre dans lequel j'exerce. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que se traduit concrètement par des actions, par des engagements et par des réalisations? Et donc c'est ce passage-là que les organisations opèrent, je crois, malgré tout plutôt bien, mais c'est ce passage-là, cette articulation-là qui doit être opérée par les organisations, c'est-à-dire la mission au sens générique du terme, mais ce qu'elle signifie pour moi en tant que collaborateur, en tant qu'acteur dans l'organisation. À condition, Pascal Sanchez, si on vous a bien suivi, que les lourdeurs éventuelles d'organisation, l'administration, on dépend évidemment des décisions de l'État aussi, ne soient pas trop prégnante, qu'on arrive un peu à leur échapper, ou est-ce que comment faire d'ailleurs en ce domaine? Parce que je crois que c'est quand même une critique que vous continuez de porter en direction des OLS, dont ils sont encore emprisonnés un peu pendant. Non, ce n'est pas une critique que je porte. Certaines lourdeurs, peut-être me faire mieux comprendre. Il peut y avoir, je pense qu'il faut regarder les choses dans leur à la fois complexité et réalité. Une organisation dans le secteur du logement social, ça n'a pas de sens. Ce sont des organisations qui sont traversées par des univers sociaux qui ne sont pas les mêmes. Et dans certains univers sociaux, à l'intérieur des organisations dites HLM, vous pouvez avoir des univers qui sont régis par une culture bureaucratique. Ça ne me gêne pas, parce que ça correspond à la mission, parce que ça correspond à la fonction. Ce qui serait terrible, au fond, c'est que tous les univers soient habités ou contaminés, je dirais, par une culture bureaucratique. Mais il y a d'autres univers au sein de ces organisations qui peuvent être embarqués par d'autres cultures professionnelles. Et donc la difficulté, c'est de les faire cohabiter et de cette cohabitation, il résulte un sens général, un sens partagé. Mais loin de moi d'affirmer l'idée qui sera à mon sens proprement ridicule, infondée, que parce que c'est bureaucratique, c'est mauvais. Il peut y avoir de l'efficacité, de la rationalité dans des fonctionnements bureaucratiques. Je dirais que c'est plutôt la capacité d'une organisation à combiner différentes cultures entre elles, de pouvoir passer d'une culture à une autre, que de condamner, je dirais, un peu simplement, un peu rapidement, une approche bureaucratique qui, encore une fois, peut avoir ses vertus et son efficacité. Alors peut-être on va se diriger vers une conclusion. Vous avez parlé de plusieurs leviers qu'il faut actionner. On a parlé évidemment de la confiance, très longuement de ce que doit être ou pourrait être le manager à vos yeux. On a parlé des spécificités aussi pour les OLS. Sur quel levier faut-il agir en priorité? On parle encore de la construction d'un projet d'entreprise, ou est-ce que vous allez jusqu'à défendre un nouveau modèle économique auquel on doit se plier? Sur cette question-là, je crois qu'il n'y a pas eu tellement d'évolution sur ces 20 ou 30 dernières années. Les choses sont simples, me semble-t-il, sur les leviers. Il faut des dirigeants sincères dans leurs projets, sincères dans la relation aux autres. Il faut des dirigeants qui ont confiance en l'avenir et dans leurs projets, et qui donnent aussi bien évidemment confiance. Je reviens, excusez-moi, sur ce thème. Et j'insisterai peut-être aussi sur un point qui me paraît important, parce que je l'ai souvent constaté et mesuré. Je crois que ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est la capacité à poser des bonnes questions. On ne lui demande pas forcément de nous apporter la réponse,
et surtout pas la réponse à des questions qu'on ne s'est pas vraiment posées. Mais la capacité à soulever la bonne question, c'est-à-dire d'avoir un regard décalé, un regard oblique, qui permet de faire émerger le véritable enjeu. Et c'est une compétence qui est plutôt rare, qui est une compétence qui est aussi plutôt distinctive, et je dirais que c'est principalement cela, les leviers en question. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément et nécessairement, et sûrement plus du tout dans le cadre de la grande transformation, des collaborateurs et des managers qui récitent un discours qui aurait été rédigé, conçu par un comité de direction, et je dirais pire encore par des consultants, mais véritablement des managers et des collaborateurs qui ont été à l'origine du récit de transformation. Et donc il faut une culture d'entreprise qui soit en capacité de promouvoir l'échange, en capacité de renforcer les capacités de proposition des collaborateurs. Et je dirais c'est la responsabilité, c'est sûrement un des leviers importants, c'est la responsabilité des dirigeants de faire en sorte que cette culture existe dans leur organisation, qu'elle se déploie et qu'elle se diffuse. Tenez, parmi les leviers, cette question nous vient en amont de notre entretien, est-ce qu'il faut aussi agir sur la masse salariale ? Vous n'avez pas du tout mentionné ce point. La question est brutale et abrupte. Et directe. Est-ce qu'il faut agir sur la masse salariale ? Alors, quand vous parlez de stratégie d'entreprise, bon, voilà, ça doit en faire partie. Je dirais que si c'est posé comme une finalité, on est plutôt mal embarqué dans un projet stratégique. Voilà, je dirais ainsi. Ensuite, qu'il puisse y avoir une question de masse salariale comme étant la conclusion d'une réflexion stratégique et comme aussi comment dirais-je, la confirmation d'une sorte d'impasse et qui obligerait à travailler sur le modèle. Je n'y verrais pas d'objection particulière, mais faire de l'obsession de la réduction de la masse salariale l'alpha et l'oméga d'un projet stratégique, je vous dirais que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bon, on est quand même dans une organisation, dans des organisations où il faut à la fois produire, gérer. On a des métiers qui se sont extraordinairement complexifiés ces dernières années. Donc on a besoin d'experts, on a besoin de sachants, on a besoin de compétences et on ne peut pas être ici dans un raisonnement arithmétique, ça n'aurait pas de... Et tenez, à propos de compétences, les systèmes d'information dont il a été très largement question, il y a déjà plusieurs années, on a beaucoup progressé bien sûr, ça reste encore un des leviers sur lesquels il faut agir. Et là, peut-être que vous avez des comparaisons avec d'autres secteurs de l'économie, mais... Alors, je ne suis malheureusement pas le bon expert sur ce sujet, enfin, qui est souvent un sujet un peu... qui est connexe à la question de l'organisation, mais qui embarque aussi des compétences, on va dire des compétences conseil, consultant, plus particulièrement. Mais ici, effectivement, je crois que les organisations, sur la question des systèmes d'information, ont à répondre aussi à une conciliation de contraires qui est relativement difficile à résoudre, je dirais, in situ, enfin, en contexte. C'est à la fois des organisations proches et réactives, parce que vous l'invoquez vous-même, on a affaire à des situations humaines et parfois des situations très fragiles, hein, j'évoquais ce point tout à l'heure, et en même temps des organisations qui doivent se numériser, qui doivent se digitaliser. Et donc il faut trouver un continuum, je dirais, de relations et de propositions de services entre, je dirais, une proposition de service et de relations physiques et une proposition de service et de relations digitalisées. Et donc, c'est la question des systèmes d'information qui doivent permettre cette bonne articulation et l'identification du point d'équilibre qui appartient, encore une fois, à chaque organisation. C'est un secteur qui vous passionne aujourd'hui, Pascal Chancel, je reviens à notre début d'entretien. Vous êtes arrivé un peu par hasard sur l'immobilier. En quoi est-il un secteur qu'on a envie comme ça de suivre et de voir évoluer? Et vous l'avez dit, c'est un contexte plutôt favorable pour lui. Donc je voudrais conclure avec vous là-dessus. Alors je répondrai à votre question en étant souvent assez confronté à des questions posées par de jeunes collaborateurs qui travaillent avec moi, qui découvrent le secteur du logement social, avec ses représentations, ses images, ses archétypes. Et en règle générale, au bout d'une mission, il n'y a plus besoin de chercher à les convaincre et de leur faire comprendre de l'intérêt et effectivement de l'intérêt de travailler pour ce secteur. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance, en tout cas j'ai la chance, en travaillant pour ce secteur, d'abord être confronté à des questions sociétales et sociales, à des questions de transformation de modèles, et donc je pense l'avoir un tout petit peu parlé de cela, mais on a aussi des organisations qui ont des objectifs de performance, de réalisation, on a des managers, donc on a aussi une équation économique à tenir compte. Tout cela s'est inscrit dans des territoires, et les territoires ne
sont pas les mêmes et tout territoire finalement porte une dynamique particulière. Il s'agit au fond de la trouver. Et donc vous avez ici la chance en tant que consultant de pouvoir vous poser des questions qui renvoient à la sociologie des organisations, à la sociologie de la consommation, à la sociologie des représentations, pourquoi pas. Allez, je me lance, tout en travaillant sur des modèles d'organisation que vous pourriez retrouver dans d'autres secteurs. Et donc je crois que ça aiguise la capacité d'analyse et d'observation des consultants. Effectivement, ça rend ce secteur passionnant. Je l'ai un peu découvert par hasard il y a 20 ans et je n'ai pas l'intention d'en sortir. Pas l'intention de le quitter. On vous remercie beaucoup, Pascal Sanchez, pour vos analyses, vos éclairages. Je le rappelle, donc consultant chez Deloitte. Et je voudrais citer une étude récente, vous n'en êtes pas l'auteur, mais vous connaissez bien sûr, c'est une vaste entreprise. Deloitte, vous êtes extrêmement nombreux, et pas seulement en France, bien sûr, comme on sait. Une étude récente donc, de votre cabinet de consultants sur les jeunes et le logement. Je n'ai pas la date là, mais on pourra peut-être la préciser en allant sur le site. Les jeunes, je résume très brièvement, je ne voulais pas forcément vous demander de le commenter, mais les jeunes plébiscitent la propriété dans ses formes les plus classiques. On parle de tout le logement là, pas seulement social. Souhaitent majoritairement, c'est un point important, habiter un logement neuf, dont la qualité, la vertu environnementale les séduirait. On nous dit aussi que dans un contexte très troublé, celui que nous avons abordé, elle affirme 2 valeurs clés, la conscience environnementale et l'ouverture aux autres. Ça me paraît un point intéressant par rapport à, là encore, vos analyses. Avec un chiffre symbolique, les 3/4 des jeunes qui ont été interrogés par le cabinet Deloitte voient une chance dans la mixité sociale de l'habitat. Un chiffre, ajoute le rapport, inimaginable il y a encore 10 ans. Et on y voit le signe que l'humanité continue d'avancer, que chaque génération pousse un peu plus loin les valeurs de la précédente. Je cite le cabinet Deloitte et je fais la transition avec notre prochaine rencontre. Ce sera dans un mois, le 14 février. Nous serons en compagnie d'un dirigeant d'organisme, Pascal Van Letem, mais précisément, nous reviendrons sur cette question tout à fait passionnante, les jeunes et le logement. Et je le dis pour nos auditeurs, les questions sont bienvenues en amont. Donc ce thème, les jeunes et le logement, on les renverra à notre invité. Merci encore Pascal Sanchez. Très bonne soirée. Merci.